Je pense qu'on peut commencer, il est 40. Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire. Pour tous ceux qui étaient là, on a lancé il y a quelques semaines le Festival de la Data. Donc, merci aussi. Aujourd'hui, c'est le dernier pour l'été où je vais parler du Talent Management Console, qui est le Web UI Centre décerné Cloud. On va parler, je vais essayer de remonter quelques points qui, j'espère, pourront vous convaincre sur le fait de migrer du on-premise vers le cloud. Tout d'abord, on a lancé l'enregistrement. Sûrement à la fin, nous allons vous partager le replay pour revenir au point que vous n'avez pas bien saisi ou si jamais vous avez des questions, je serai disponible par mail et toute l'équipe Synaltic là-bas. Au sujet du jour, ce que je ferai, c'est vous présenter d'abord Synaltic, vous parler un peu de mon parcours et entrer dans le sujet. Entrer dans le sujet, c'est-à-dire comparer les architectures Talent Administration Center et Talent Management Console, le cloud. Après ça, on aura une partie démo où je vais parcourir la console cloud pour vous montrer les différentes options qu'on peut avoir, les différents services de Talent. Et je vais focus sur le pipeline designer. Ensuite, on va parler des configurations possibles qu'offre Talent Cloud, que ce soit hybride ou full cloud. Et pour terminer, je vais parler des prérequis. C'est bien de migrer, mais quels sont les prérequis pour donner un go ou non à notre migration? Donc, euh, je vais vous présenter Synaptic. Bon, et la plupart des gens connaissent déjà. Nous sommes une entreprise de services numériques à taille humaine, je pourrais dire. Nous sommes environ une trentaine de collaborateurs, dont des externes. Nous existons depuis 18 ans, donc nous sommes une jeune entreprise et nous avons à notre actif plus de 250 projets réalisés. Nous avons des experts, des formateurs. On est tous très sensibles à l'innovation aussi. Nous participons à beaucoup de projets R&D et nous sommes tous passionnés d'open source et de partage. D'où la raison pour laquelle on est beaucoup sur sur les communautés. On est bien actif là-dessus et on contribue bien. Notre corps de métier, c'est la data intégration et la data intelligence. Quand je parle de data intelligence, la gouvernance des données, on accompagne nos clients, on leur conseille, on donne des formations dans tout ce qui est intégration de données, dans la BI de bout en bout, dans les solutions cloud et aussi dans les nouvelles solutions de data lakehouse. On a pas mal de partenariats avec des éditeurs qui viennent sur le marché. Par exemple, Talend, nous sommes l'un de ses premiers partenaires depuis son début jusqu'à maintenant. Enfin, on sait ce qu'est Talend, qui est l'un des premiers logiciels d'intégration de données. On conseille aussi dans la stratégie d'entreprise pour jusqu'à l'acculturation d'une entreprise dans la donnée. Alors, me concernant, moi, c'est Sredi Nassau. La plupart de l'Audimat me connaît. Je suis data consultant chez Synaltic depuis 2018. De base, je viens pas du tout du monde de l'informatique ou de la data. Je suis diplômé en physique. Donc, j'ai fait un an de carrière dans un laboratoire du CNRS, au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies. Et c'est au cours de mon premier travail, donc mes premières expériences en tant que physicien, et je peux me permettre, qui m'ont permis de manipuler des données. Il y avait beaucoup de statistiques dans mon travail d'avant.
Et c'est là où je me suis intéressé de plus en plus à la donnée. Et j'ai eu des interviews avec des personnes qui étaient déjà dans le métier. Et c'est par la suite que j'ai décidé de me reconvertir, chose que je n'ai pas regrettée, car maintenant, j'ai pu m'inscrire en master management et IT, donc où maintenant j'ai le double casquette de chef de projet et de développeur talent. Donc, j'ai eu à me certifier au long de mon carrière. Donc, je suis certifié talent. Je suis lead tech talent chez Synaltic. J'ai fait d'autres certifications telles que Dremio, parce que nous sommes aussi partenaires Gold de Dremio, qui est un Data Lakehouse. Vous pourrez revoir le premier webinaire animé par Charlie Clermont, donc, qui présentait Dremio, qui est un outil aussi très intéressant. Au cours de mes missions, je fais de l'expertise chez nos clients, de l'expertise ponctuelle. Je fais du MCO. Je fais du cadrage et des chiffrages de projet. En tant que chef de projet, j'ai réalisé 6 migrations complètes. Bon, j'ai eu à participer avec nos équipes. J'ai été aussi chargé de campagne et de tests chez divers de nos clients. Je suis aussi formateur data, donc précisément en talent, l'outil Talent Data Intégration, tant basique qu'avancé. Je suis aussi sensible à la data quality, donc je donne des formations en data governance et data stewardship. Donc le sujet du jour, euh, pourquoi migrer vers le cloud? Donc je vais d'abord commencer par présenter les architectures. Donc l'architecture de l'attaque comme Talent Administration Center et TMC comme Talent Management Console. Donc, le cloud, on l'a sous-entendu. Du coup, on va commencer par l'architecture de l'attaque. Il faut savoir que l'objectif de tout ça, donc, Talent se base sur, donc, le workflow, ça se base sur 4 étapes, si je veux dire. Donc, on a la conception des processus, l'administration des utilisateurs, des projets, des droits d'accès et de partage. On a tout ce qui est déploiement et exécution et on a le monitoring pour suivre nos flux. Donc, pour avoir une vue d'ensemble. Pour ce faire, Talend avait proposé sa solution avec TAC, où nous avons 5 blocs, les 4 centralisés autour du serveur, donc qu'on appelle souvent TAC. Il y a la partie client où on va s'assurer de la conception de nos processus. Ici, quand je parle processus, je parle des développements qu'on appelle communément job talent. Donc, il y a les services aussi et les routes, donc qu'on peut utiliser quand on est en mode temps réel ou streaming. Il y a le web, donc l'interface, sûrement la plupart l'ont déjà vu aussi, où on part en navigateur et on se connecte pour gérer tous les droits. Donc, il y a les databases où on stocke tout ce qui est metadata, donc, des rôles d'utilisateurs qu'on attribue, de la base de monitoring, voilà, et les audits pour voir. Il y a aussi des bases reliées à Git, donc au SVN, donc qui sont nos outils de partage ou de partage de code source. Il y a les bases Nexus, donc qui nous serviront d'exécution combinées avec le job server ou le runtime. Donc, tout ceci, c'est- ça va être hébergé dans nos machines locaux ou confié à un infogérant, donc en local, c'est pas en cloud. Donc, Talend, il y a quelques années, a proposé bon, d'aller vers le cloud. Donc, dans le cloud, là, j'ai pris 2 configurations. Une configuration où on se dit que, voilà, tout ce qui est machine d'exécution, on peut garder chez nous. Et
tout ce qui est metadata et gestion, scheduling des jobs et des process, on le laisse à Talent pour gérer ça. Déjà, avec ce format, on voit plus la charge diminuer par rapport à l'infrastructure. Donc, il y a l'autre format qui est beaucoup plus simpliste, où on n'aura que le web et bon, même la Remote Gen 2, c'était pas nécessaire. On peut tout laisser à Talent, vraiment tout. Donc, il faut noter qu'aussi que dans cette configuration, je pouvais ajouter le studio qu'on peut ajouter. Là aussi, bon, là, on a le studio pareil. Je pouvais ajouter le studio. Donc, tout le reste de la charge, Talent va s'en occuper. Donc, on voit là que on a bien, bon, ça nous a, c'est assez transparent pour nous, c'est un peu bien haché. Donc, on n'aura pas tout ce souci-là, c'est-à-dire bah, toutes ces bases-là, toute cette infra-là, comment on va garder chez nous, voilà, et question de coût. Donc, j'en reviens au résumé des deux architectures déjà. On peut dégager que avec Talend, on a une haute disponibilité, donc avec Talend Cloud. Donc, les cinq raisons que je pourrais donner pourquoi aller vers Talend. Donc, il y a la prise en charge des incidents, puisque on confie à Talend notre infra. Donc, on a la haute disponibilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, la facilité de la conception de nos développements et le partage. Et qui dit facilité de gestion de développement dit gain de temps. Il y a aussi les mises à jour des fonctionnalités qui sera assez transparent pour nous. Donc, Talend, lorsqu'il y a une nouvelle fonctionnalité, bon, on ne se soucie pas de son installation. C'est Talend qui s'en charge, qui nous met les nouvelles fonctionnalités et ça revient au gain de temps. Il y a aussi l'intégration des autres applications parce que si vous voyez bien, Talend, il y a Talend Data Intégration, il y a Data Prep, il y a, il y a les autres. Avant, il y avait le MDM, donc qu'on hébergeait. Donc, tout ça, c'est des outils à installer, alors que quand on est dans Talend Cloud, c'est natif. Donc, on a tous les autres services. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est natif dans Talend. Et quand on regroupe tous ces quatre-là, dans le long terme, ça nous permet de faire des économies bien significatives. Donc, notre coût total de possession devient intéressant, donc à long terme. Du coup, on n'a pas à payer ou à investir dans des infras, essayer de les maintenir, à payer un infogérant pour augmenter, par exemple, les performances. Donc, de ce côté-là, on réalise bien des économies. Alors maintenant, partons à la découverte de la plateforme Talent Management Console. Déjà, c'est bon, c'est modernisé à travers quoi? À travers le Pipeline Designer, en plus des autres services dont je vais parler tout à l'heure. Donc, ça facilite aussi la collaboration entre nos différentes équipes. Donc, on a là l'environnement, une partie où on va manager tout ce qui est job, nos processus, les monitorer, suivre si ce qu'on a mis en place a bien tourné ou pas. On a les divers services, donc data intégration, et big data qui englobe aussi tout. On a les API qu'on peut gérer. On a la partie data stewardship. Et surtout, là où je vais insister aujourd'hui, c'est le pipeline designer. Donc, c'est entre guillemets, une alternative au studio. Donc, grâce à ça, on peut commencer à transformer la donnée sans pour autant installer le studio sur nos machines, bon, sur une ou plusieurs machines. Donc là, on va passer à
démo pour que je fasse un tour rapide sur Talend Cloud Management Console. Et ensuite, je vais faire un focus sur le pipeline designer où je vais essayer de développer rapidement deux pipelines pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Alors, Talent Cloud, maintenant, bon, il suffit de s'inscrire, d'avoir la licence, de souscrire à la licence. Et lorsqu'on souscrit à la licence, ce qui se présente, c'est ça, cette interface de Talent. Donc, en première partie, on a la région où nos serveurs vont se trouver. Donc là, nous sommes en Europe, naturellement. Il y a à chaque fois le nom de domaine. Donc, quand on s'inscrit à Talend, il nous attribue un nom de domaine pour toute l'entreprise. Donc, ça veut dire que tous les users qui seront là, euh, qu'on va créer, auront ça comme nom de domaine et derrière, on leur partage un nouveau mot de passe et ils vont utiliser ça pour pouvoir se connecter à la plateforme. Donc, on va se connecter. Donc, c'est pas ma première fois, mais pour la première fois qu'on se connecte, il y aura, comment dire, il y aura une sorte de guide qui nous montre comment naviguer dans Talend. Donc, bon, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, on a la partie management console. Donc, quand on déroule là, on a tous les services dont on a accès. Là, je vais me mettre sur la partie management de console. Ça nous permet de gérer tout ce qui est droit, tout ce qui est environnement, nos moteurs qu'on va utiliser pour exécuter nos jobs. La promotion, donc la promotion, c'est comme le déploiement. Par exemple, j'ai déjà testé un processus ou en développement, en dev, je peux transmettre la même chose en prod, en recette, en prod, etc., etc. Donc, il y a la partie opération. Donc, ça, c'est typiquement du monitoring. C'est un rapport qui nous montre l'état d'exécution de nos différents jobs. Donc, et on peut choisir sur quelle période. Donc, le dernier mois, la dernière semaine ou les dernières 24 heures. Donc, il y a plusieurs façons de montrer cette vue. Ça, c'est la vue classique. Et on peut montrer la vue, comment dire, la nouvelle vue implémentée dans les dernières versions de Talend. Donc, il y a la partie management, donc, qui nous montre tous ce qu'on appelle nos espaces de travail. Il y a nos plans aussi, les différentes tâches, artefacts, les connexions et les différentes ressources qu'on a. Il y a la partie projet. Donc, donc sur Talend, bon, souvent on découpe nos flux, nos différents process en différents projets. Et voilà, c'est là où on va. euh, Ceux qui ont l'habitude de manipuler le studio, on va voir que nos différents développements sont répartis en projets. Il y a la partie des moteurs, donc les moteurs d'exécution qui nous donnent leur état. Et aussi, quand on a la main, on peut éteindre ou allumer un moteur. On peut voir son statut, est-ce que c'est atteignable ou bien est-ce que ça tourne bien. On a nos différents environnements, ça ne change pas, le défaut dev, reset et prod, où on va exécuter. Donc, voilà, le dev, comme vous le savez, classiquement, notre environnement ou nos développements, il y a la recette pour les tests et il y a la prod pour mettre en service. Les promotions dont je parlais, donc voilà, on peut partager, par exemple, quand il y a un job, qu'est-ce que je partage? Est-ce que je partage une tâche? Dans quel espace de travail? Je donne le nom du job, etc., etc. Et je mets des options et il nous permet de faire l'analyse. Est-ce que je peux déployer de la dev à la prod? Donc, un déploiement en quelques clics. Donc, si je fais la comparaison avec la TAC, on avait un environnement de TAC où on va se connecter, un environnement TAC de dev, TAC de recette, ou TAC de prod, ou bien bon, TAC de test et TAC de prod. Et le déploiement était assez, bon, on était obligé de construire notre job, d'aller prendre le zip, utiliser Nexus ou bien le déployer autrement. Donc, on répétait les mêmes choses. Euh,
notre test et notre prod. Alors que là, une fois que tout est fait en test, on peut juste utiliser l'option de promotion. Il y a la partie user et sécurité. Donc, c'est là où on crée un nouveau user, on lui donne les droits qu'il a sur nos différents flux. Est-ce que c'est un opérateur pour se charger de tout ce qui est qualité de données? Est-ce que c'est un développeur ou est-ce qu'il est juste là pour lire nos flux qu'on aura développés? Donc, voilà, il y a différents rôles donc, qu'on peut assigner en tant qu'administrateur. Il y a la partie souscription qui nous permet de savoir combien il nous reste, nos différents moteurs que nous avons créés et les applications dont on a accès et quelles sont les ressources qu'on a allouées là-dedans. Par exemple, là, avec cette licence, on a droit à 5 développeurs. Je vois qu'il y en a 4 qui sont déjà occupés, par exemple, pour avoir le studio. Pareil, le studio et les pipeline designers, c'est un peu relié. Donc, c'est pour les développeurs. C'est pour les développeurs. Il y a la partie aussi qui nous parle qui nous donne des stats sur notre token. Un token, c'est quoi? C'est un jeton qui nous permet de créer nos remote engine ou cloud engine. Donc, les différents moteurs d'exécution. Donc, il faut savoir, bon, c'est pas, par exemple, j'ai créé 63 000 moteurs. C'est juste que c'est par crédit. Donc, par exemple, un remote, c'est l'équivalent de 9000 tokens. Donc, on a droit à 10 moteurs d'exécution pour Talent Cloud. Donc, quand on veut répartir dans différents environnements, par exemple, pour ma prod, je peux dire j'ai besoin de 4 moteurs d'exécution. Pour ma dev, pas besoin, je vais faire un seul. Et pour ma pré-prod aussi, je mets 4, par exemple. Pour ma recette, je mets 4, j'utilise les 10. Donc, je peux très bien répartir mes 10 moteurs sur mes différents environnements de façon à mettre une prod et une pré-prod qui sont ISO. Donc voilà la partie management console donc, qui va nous permettre, qui est centralisée autour de la gestion de nos processus. Il y a la partie, donc il y a les autres applications telles que Talent Data Préparation, donc qui existent déjà, hein, que vous connaissez aussi sûrement. Donc là-dedans, où on crée ce qu'on appelle les fameuses recettes. Donc une fois qu'on a une préparation, euh, voilà, Talent est parti dans cette stratégie pour inclure le métier dans le pipe. Parce qu'avant, c'était quoi? On peut avoir un métier qui dit, voilà, j'ai besoin de tel fichier Excel. Bah, le développeur le fait, l'envoie dans tel dossier et ils vont le récupérer manuellement, ils vont regarder. Donc, il y a la partie data préparation qui nous permet d'avoir une vue rapide. Donc, en général, je dis que c'est le métier qui manipule souvent sa donnée, donc qui s'y connaît le plus. Donc, à partir de là, ils peuvent regarder la tête de la donnée, faire même des transformations qu'ils veulent. Donc, le métier aura vraiment la main aussi dessus. Et c'est bien niveau collaboration. Et en partant de cette logique, il y a Talent Data Stewardship. Donc, le data stewardship, c'est là où, par exemple, quand on a des données à corriger ou à arbitrer. Donc, ceux qui font du MDM, ces mots doivent leur dire quelque chose, le grouping et le merging. Donc, on regroupe les données ici, là, on fait des fusions. La résolution et l'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est juste regarder, bon, la résolution, c'est un peu comme data préparation. On va modifier la tête de notre donnée, essayer de changer les types, ou bien essayer de se débarrasser des valeurs vides, ou bien de les mettre de côté, de corriger les valeurs erronées. Derrière ça, il y a tout ce qui est campagne d'arbitration pour dire, par exemple, il y a des données, on ne peut pas savoir, bon, puisqu'on tourne automatiquement. Il y en a qui rentrent dans aucune règle métier. On peut se dire, alors là, il faut que, bon, quand on était en train de concevoir le projet,
C'était des données qui ne rentrent pas dans le cadre de nos règles métiers. Il faut de l'arbitrage. Donc, l'arbitrage qui va faire ça, des personnes qui s'y connaissent. Donc, d'où cette notion de campagne d'arbitrage qui nous permettra de valider l'état de la donnée ou pas. Donc, il y a la campagne de regroupement, comme je disais, où on peut regrouper des données, bon, par exemple, par foyer, euh, des personnes qui ont le même numéro de téléphone ou la même adresse. Donc, par téléphone, j'entends téléphone fixe, ou la même adresse. Donc là, on peut les regrouper par foyer. Et ça se trouve, on va jusqu'à la fusion. Donc, quand on trouve que ce sont les mêmes, c'est la même personne, en se basant sur ce qu'on appelle des règles de scoring, on peut, par exemple, être sûr à 98% que c'est la même personne. Ben, on peut fusionner en fonction de la règle qu'on s'est mis au sein de notre DSI, pour dire, par exemple, à 99 ou à 98. À partir de 98%, on fusionne, etc., etc. Donc, dans ce cas, on aura le Golden Record et ses doublons. Du coup, voilà. Ensuite, il y a les API testeurs. Donc, ça nous permet, c'est un peu comme Postman, où on va requêter une API et voir les résultats. Il y a aussi l'API designer, donc on peut designer notre API et le mettre à disposition. Donc, une fois qu'on a un peu fait le tour des applications qu'on peut avoir via Talent Cloud, je vais présenter cette fois-ci le Pipeline Designer. Donc, avant, quand on installait Talent, pour commencer à faire des transformations, donc on ne peut pas le faire à partir de l'attaque, avoir notre studio ou avoir notre interface pour manipuler de la donnée. Maintenant, on peut le faire à partir de ce qu'on appelle le pipeline designer. Donc, dans le pipeline designer, il y a cette notion de connexion. Donc, c'est nos différentes sources de données et bases de données. On peut avoir en local, on peut avoir divers types de bases de données, donc du Maria, du MySQL. On peut se connecter à différents autres outils. On a du Azure, AWS, Elasticsearch, pour ne pas tout citer. On peut requêter des API, on peut aller chercher de la donnée dans des topics Kafka. Du coup, bon, c'est assez large. Donc, bon, Talend est resté fidèle à ce qu'il sait faire, c'est se connecter à plusieurs outils. Donc, on avait déjà ça dans le studio, mais ça se reproduit un peu ici. Donc, on a cette notion de connexion. Une fois qu'on a créé une connexion, on utilise ce qu'on appelle les datasets pour extraire de la donnée. Donc, ce sont ces datasets-là qu'on va utiliser dans nos pipelines. Donc, à savoir, donc nos pipelines, là, j'ai essayé de créer un pipeline où je vais extraire des données clients, les manipuler un peu, donc essayer de standardiser le nom et essayer de standardiser le nom, le téléphone et d'autres champs et faire des filtres. Donc ici, par exemple, j'ai filtré, bon, supposons le scénario, c'est une personne du marketing veut tous les clients américains. Donc voilà, mon pipeline là, c'est à partir de ce jeu de données, je vais processer déjà les données clients et lui extraire les champs qu'il veut et les clients qu'il veut, c'est-à-dire les clients qui viennent des US. Donc, dans le scénario, ce que j'ai deux entrées de données. Des données clients, donc qui sont là. Bon, le pipeline designer, il y a quelque chose aussi que j'ai pas présenté. Je disais, c'est comme le studio. Pour ceux qui s'y connaissent pas, quand on rentre dans le studio, il y a la partie centrale où on dépose nos différents composants
qui est le designer. Il y a la partie repository, donc qui nous montre qu'on peut créer nos différents jobs. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est juste, on a le designer, les différentes fonctions qu'on peut appeler. Cette partie, c'est le paramétrage de nos différentes fonctions. Par exemple, quand je viens là, le formatage de la date, ça me montre ce qui se passe. Et il y a la partie basse qui nous montre, qui fait on voit les échantillons. Donc, c'est du sampling. Donc, ce qu'on a en entrée et quelle transformation ça va donner. Par exemple, ici, j'avais des dates que je voulais formater. Donc, voilà, on voit en entrée ce qu'on a en sortie. Pareil, je veux mettre le nom de famille en majuscule. Donc, comme on a l'habitude de voir en France. Donc, si vous voyez bien, là, en entrée, bon, j'ai le composant qui traite des caractères. Ici, j'ai les différentes fonctions. Donc, je peux appeler le nom de mon composant comme je veux, comme dans le studio. Et j'ai l'échantillon, bon, ce que ça va donner. Donc, plus loin, je peux faire des jointures. Donc là, j'avais une liste de pays, comme tout à l'heure, je vous ai montré. Donc, dans mon jeu de clients, il y a des clients qui viennent de divers pays, sauf que ma colonne pays, ce qui se passe, c'est que ce sont des IT. Donc, ce sont des codes pays. À l'état actuel, si je l'envoie à mon collègue qui veut la liste des clients US, moi, par exemple, je peux me dire, bon, US, je sais que c'est le code 27, mais lui, pour lui, c'est pas évident de le savoir. Donc, j'ai un autre jeu de données, donc appelé le jeu de données pays, qui est une liste de valeurs qui me donne la transcodification de mes pays. Donc, ce que je fais la jointure entre les deux pour récupérer le nom du pays. Donc, ce que j'ai fait ici. Et derrière, je peux aussi filtrer sur les champs qu'il veut recevoir. Donc, par exemple, là, j'ai mis les différents champs. Et une fois tout ça, je filtre maintenant donc, sur tout ce qui est US. Donc, pour avoir mes clients américains. Une fois fini, on peut regarder et derrière, je peux valider mon flux et le jouer. Donc, pour le jouer, bon, que je suis run, je choisis ce qu'on appelle un run profil. Donc, tout ça, c'est dans la partie management. On peut créer les profils qui peuvent jouer nos différents flux. Derrière, bah, je clique sur run. Normalement, ça va m'alimenter ma base de données, donc avec les clients US et les rejets, ce sont les clients comment dire, des autres pays. Donc, là, il y a la partie, bon, metrics. Il y a aussi, on peut bien mettre des variables. Donc, puisque tout à l'heure, j'ai parlé d'environnement de dev, prod et de recettes, on peut bien utiliser nos variables en fonction de nos environnements. Par exemple, dans l'environnement de prod, je peux dire que voilà, ma date sera jour, mois, année, et alors que dans la recette, je veux du année, mois, jour, etc. Donc, en fonction des différentes variables, par exemple, les régions des states, je peux dire que en dev, je vais utiliser que des codes de région. Ou bien en prod, je vais utiliser que des codes de région. En dev, je peux mettre directement le, comment dire, le nom entier de la région. Donc, une fois qu'on a ça, on peut aller regarder dans notre base de données. Bah, je vais rafraîchir ma base. On a bien nos clients. Donc, là, je l'ai envoyé dans une base que j'ai appelée ODS parce que ces données-là, je vais les récupérer pour processer encore la donnée. Donc, par exemple, bien avoir le jeu de test. Donc, mon collègue me dit, je ne veux pas avoir client nom et client prénom, je veux avoir le nom entier.
Donc, est-ce que tu peux faire ça? Donc, il y a plusieurs transformations qu'on peut imaginer. Je vais faire juste des transformations simples pour montrer bon, ce qu'on peut faire. Et là, montrer un cas concret de création de pipeline. Donc là, par exemple, il suffit juste euh, que je crée mon pipeline. Je vais utiliser les données que je venais de que je venais de générer à partir d'ici. Donc, mes données, mes clients US. Donc, ce sera mon jeu de données client USA. Donc, voilà mon pipeline que j'ai créé. Ce qu'on peut faire en premier, c'est le renommer. Donc, le renommer, comment? Bon, peut-être je vais l'appeler process US. Donc, une fois ça, on va faire entrer notre source de données. Donc, notre source de données, bon, on peut filtrer parce qu'il y a beaucoup de sources. Donc, je peux filtrer sur tout ce qui est client. Et ce qui m'intéresse, c'est les clients américains que j'ai générés. Donc, une fois que je l'ai généré, on voit que c'est bien samplé. Donc, dans notre échantillon, on reconnaît bien nos données qu'on a reçues. Derrière, je peux commencer mes transformations. Par exemple, comme transformation, je peux me dire, euh, voilà, le numéro de téléphone, bon, Talend a détecté que c'est un téléphone américain, mais ce serait mieux mon collègue qui veut que je mette l'indicatif. Donc, je peux aller dans la transformation, voir bon, il y a une fonction qui va s'appeler phone, et derrière, qui va me permettre de formater les numéros de téléphone. Je peux choisir mon champ en question. Mon champ, c'était le téléphone. Donc, je veux du numéro de téléphone standard américain et je veux le format international. Donc, il suffit que j'appuie sur Save, je vois la transformation, ce que ça va me donner. Donc là, je vois bien que ça m'a mis l'indicatif plus 1. Donc, voilà. Une autre transformation que je peux faire, donc, quand on regarde les régions, donc on peut, tout à l'heure, j'avais vu un code région, bon, où, par exemple, tout doit être en majuscule. Donc, je peux aller le faire pour le standardiser aussi. Parce que dans Talend, il y a ce qu'on appelle des dictionnaires sémantiques. Donc, ils vont, bon, à partir de la donnée, ils détectent est-ce que c'est un code région, est-ce que c'est un aéroport, est-ce que c'est des prénoms, etc., etc. Donc, quand on regarde ça, pour les codes région, euh, si c'est en minuscule, en général, ça met la donnée en erreur. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais me dire, bah, tous mes codes régions, je vais les mettre en majuscule pour ne pas avoir, bon, que Talend me dise que c'est une donnée erronée alors que c'est pas le cas. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction strings, donc pour manipuler mes caractères. Et pareil, c'est ici. Donc, je peux l'appeler, je sais pas, standardize les codes des régions. Donc, ce que je veux faire, je peux le mettre en majuscule. Et derrière, je choisis mon champ. Donc, mon champ, là, normalement, c'est la région. Donc, le state code. Et derrière, je peux valider. On peut faire le choix aussi de essayer, bon, de créer une nouvelle colonne. Donc, pour pouvoir comparer l'ancienne colonne, la nouvelle. Mais là, puisque c'est une donnée de sortie qu'on m'a demandé, c'est pas grave. Je peux envoyer tel quel, avec la version finale. Une fois qu'on a ça, ce que je peux faire, je peux, donc tout à l'heure, comme je disais, dans notre table ODS, on a le nom et le prénom, mais mon collègue ne veut pas ça. Ce qu'il veut, c'est avoir le nom et le prénom dans le même champ. Par exemple, King Jean, que j'ai Jean King. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, bon, il y a bien des fonctions qu'ils font, hein, mais là, j'ai fait exprès d'aller utiliser du code Python pour montrer que à même mon pipeline designer, je peux
faire appel à du Python. Donc, et là, on a l'éditeur qui s'ouvre où je peux ajouter, par exemple, mon champ. Donc, pour de la doc, je peux venir ici et faire, bon, je vais l'appeler, bon, je vais ajouter le nom complet derrière. Et ce qui va se passer, bon, je vais mettre le petit bout de transformation qui va me permettre de générer ce que je veux, donc le nom complet. Donc, si on regarde bien, bon, à travers l'éditeur Python, on peut faire d'autres transformations un peu plus complexes et que ça passerait bien. On peut par exemple faire nos calculs de TVA ou bien d'autres calculs, bon, additionner les champs, faire une diff pour voir ce qui reste au client, etc., etc. Donc, si je sauvegarde, donc normalement, il y a le code Python qui va tourner et qui va me concaténer mon champ nom, prénom. Et voilà. Donc là, je viens d'ajouter le nom et prénom. Donc, j'ai bien utilisé Python dans mon code de façon très simple. Ce que je peux faire maintenant, c'est venir choisir mes champs que mon collègue veut. Donc, je vais ajouter un field selector, par exemple. Et derrière, donc là, il a détecté 15 champs. Et derrière, par exemple, il ne veut pas du nom, du prénom. Et on peut venir ici, éditer. Pourquoi éditer? Parce que je vais lui donner des formats de nom qu'il qu'il voulait. Donc, par exemple, là, je vais mettre que c'est une compagnie. Euh, le téléphone, donc au lieu de mettre téléphone, peut-être sa base va accepter du phone number. Euh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la ville, bon, je vais changer par city. Là, je vais mettre state. Et voilà, donc j'ai renommé mes 12 champs, par exemple. Et là, quand je clique sur Edit, on verra que, voilà, donc je vais juste sauver mon pipeline. Et derrière, j'ajoute ma destination finale. Donc, ma destination, ce sera la base de données finale, donc mes clients US final que je vais mettre à disposition pour mon collègue. Et derrière, je peux jouer mon pipeline. Donc, quand je le joue, souvent ça montre, comme tout à l'heure, ce que j'ai fait. Là, je l'exécute. Donc, voilà, et derrière, l'idée, c'est vraiment bon, qu'il ait accès. Donc, ce que je peux, bon, le temps que ça tourne, ce que je peux faire avec nos différents pipelines, c'est partager. Je peux exporter. Donc, par exemple, si je veux partager celui-là, je vais regarder les différents groupes intéressés. Donc,
Donc, toujours dans management, donc je peux créer des groupes, leur donner des droits ou donner des droits à un membre particulier. Par exemple, là, j'ai le collègue, bon, j'ai Henri, je veux lui partager, je peux l'ajouter. Est-ce que c'est un... Ah ouais, je vais changer, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc, j'ai Henri, je peux l'ajouter comme éditeur ou bien comme, comme voilà. Et derrière, j'ai toujours le droit de changer, voilà, comme je veux. Donc, par exemple, je partage, il recevra la notif. Bon, il recevra la notif ou je lui dirai. Donc, je vais revenir à mon jeu de données qui est en échec. Ce que je n'ai pas fait, c'est une fois venu ici, hop, sur ma base de données, la table, elle n'existe pas. Donc, je devais cliquer ici. Donc, avant ça, bon, les différentes options que je peux faire du update, du upsert ou du delete comme les options dans un composant TDB Output. Donc, je coche cette option-là et je vais relancer mon pipeline. Donc, normalement, dans mes logs, je vais voir que j'ai joué ça et j'ai échoué. Donc, là, je vais lancer et on verra maintenant bon, que ça va bien tourner. Donc, voilà, le temps que ça tourne en récapitulant, on a la partie designer où on va déposer nos composants qui ressemblent un peu au designer du studio. Donc, sauf qu'il n'y a pas la palette qui remplace, c'est juste, on n'aura pas ici de glisser et déposer de composants. Il faut juste, quand on veut une transformation, cliquer sur le bouton plus, aller chercher la fonction qu'il y a. Donc, il y a la partie nettoyage de données. Il y a, on peut aller, même si on veut faire des regex, on peut aller en plus poussé aussi en faisant appel à du Python, on peut manipuler les nombres, on peut faire du sampling et il y a la partie mapping aussi qu'on peut bien faire. Donc, à partir de ce moment, bon, ça me dit que le mapping n'est pas dispo, mais le mapping, en fait, c'est, je peux le faire en fait en sortie de mon flux. Donc, c'est à partir de là qu'il va me dire, par exemple, ici, je peux faire du mapping qui va ressembler un peu, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du Talent Data Mapper. Donc, quand on ouvre le mapping, on peut bien regarder et essayer de faire notre transformation en fonction de la sortie qu'on veut. Donc là, il y a mon flux qui a bien tourné. Bon, je vais enlever. Donc, ça a fait l'occasion de montrer. Bon, pour enlever un composant, c'est juste bon, cliquer sur la corbeille. Derrière, j'ai normalement mon jeu de données qui s'est généré et ce sont mes clients finaux. Donc, qui sont bien là avec le nom final que j'ai livré à mon collègue. Il peut aller soit en base, lui aussi, il peut aller regarder. Parce que quand je génère en base de données aussi, comme je disais tout à l'heure, le dataset se crée. Donc, j'ai le dataset client final. Je peux aller le regarder. Donc, c'est là où intervient un peu le trust score, la partie talent data inventory. Donc, juste pour jauger la santé de ma donnée. Donc, voilà, ça va se baser sur les 5 critères. Donc, la popularité, donc combien de fois je l'ai utilisé, l'usage, la validité, et combien sont complets. Ça me fait un rapport aussi de data quality. À combien de pourcents c'est bon, les valeurs vides, quels sont les champs touchés par les valeurs vides ou les valeurs invalides. Et derrière, je peux même aller jusqu'à cliquer sur sample et regarder, échanger mes samples. Par exemple, parfois, Talent, ça se base, comme je disais, sur un dictionnaire sémantique. Parfois, ça peut ne pas détecter directement la tête de comment dire, de mon jeu de données. Donc, parce que puisque ça se base sur ces dictionnaires sémantiques, donc, ce que je peux faire, c'est créer mon propre dictionnaire sémantique
aller pour aider Talend à mieux détecter, ou bien laisser comme ça et aller faire ma transformation en data préparation, data stewardship. Donc, mon collègue, il a la possibilité de faire ça. Derrière, quand on revient ici, il y a la possibilité de créer des préparations, comme j'avais fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai créé une préparation à partir de mon jeu de données, comment dire, de mon jeu de données généré. Donc, par exemple, je vais ajouter une préparation qui va retenir que les données erronées. Donc, ça va nous permettre de faire un peu de talent data préparation. Et là, c'est typiquement un cas pour faire, par exemple, du data stewardship. Donc, dans la préparation, tout ce que je fais, c'est enregistrer en script et derrière, je peux les utiliser encore pour automatiser. Si, par exemple, là, je le fais sur 200 ou 800 lignes, le mettre en mode pipe pour que ça tourne sur 10 000, 20 000, etc. Donc là, ce que je vais faire, et ça nous propose souvent comment dire, des fonctions, par exemple, d'enlever les lignes invalides, d'enlever les cellules vides. Donc, tout ça, je peux faire. Ou même que cliquer. Normalement, quand je clique, je peux montrer que les lignes avec les valeurs invalides. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Donc, pour pouvoir travailler sur mes numéros de téléphone, par exemple. Et derrière, donc, tous ces clients-là, ce sont des clients avec des lignes invalides. Donc, ce que je peux faire, donc, il suffit juste que je retourne. Normalement, ma préparation, elle garde que les lignes invalides. Et quand on voit sa tête, normalement, ce sera, je peux exporter, envoyer par Excel pour que mon collègue ailleurs et qu'il importe ça en data préparation et il crée, comme j'ai dit tout à l'heure, des campagnes de résolution ou des campagnes d'arbitrage pour dire est-ce que effectivement c'est un téléphone erroné ou bien ce n'est plus utilisé ou bien bon, ce sont des numéros euh, voilà, vu le commencement, l'enchaînement des chiffres, c'est un numéro de fraude, tout ça. Donc, tout ça, le métier, bon, de par son expérience, peut jauger ça. Euh, voilà pour la démo. Donc, je vais revenir au diapo. Donc, pour, pour montrer, bon, là, j'ai joué, sûrement, qu'est-ce que j'ai oublié? Normalement rien. Donc, j'ai montré la façon de jouer mes pipelines, il y a une autre façon de le faire aussi. Certains peuvent me dire, OK, on l'a joué comme ça, mais moi, ce qui m'arrangerait, c'est de pouvoir le scheduler. On peut bien le faire. Donc là, je peux le publier comme tâche ou comme artefact. J'ai la version. Et derrière, j'ai mon environnement dans lequel publier. Donc, je vais le publier dans le démo. Je mets publish. Derrière, je vais en management pour gérer cette fois-ci mon workflow. Donc, il y a ces notions qui reviennent. Donc, quand on publie de toute façon, on a l'artefact. Donc, on a ma liste de mes artefacts. C'est celui-là que je viens de publier il y a 1 minute. Donc, quand je viens là, je vais ajouter la tâche. Donc, voilà, bon, par défaut, je garde le même nom. On peut faire des tags, par exemple, pour aller plus loin. Donc là, je sélectionne mon moteur d'exécution et le profil qui va jouer ça. Donc ici, par exemple, si je voulais ajouter un nouveau run profil, par exemple, il y a un nouveau rôle, je l'ajoute. On peut. Donc là, je continue. Et derrière, même si j'aurais des triggers, je peux mettre un trigger, je veux dire, par exemple, voilà, tu vas tourner chaque jour à un moment donné ou à un intervalle donné. Et je veux que, par exemple, mon flux tourne chaque 2 heures. Je peux le faire et je sauvegarde. Donc, chaque jour.
mon flux va tourner de minuit à 23h59 et chaque 2 heures. En plus de ça, je peux le jouer aussi bon, je vais le faire, ça va surcharger ma base, mais je peux jouer et on va voir que ça tourne bien. Donc, voici les façons de jouer. En plus de ça aussi, chaque 2 heures, je lui ai dit de tourner. Donc, on peut bien venir à partir de mon pipeline, développer, avoir un nouveau job, le déployer l'orchestrer, bon, orchestrer, je n'ai pas un autre job, mais je pouvais faire un plan d'exécution aussi pour dire, je peux être dans un scénario, je peux être dans un scénario où je vais utiliser mes différents plans quand je vais en management. Donc, je vais mettre mes différents plans d'exécution et mes jobs vont tourner. Et derrière, voilà, quand je regarde mes tâches, je vois la tâche qui tourne, donc elle a déjà tourné, je peux venir là-dessus. Je vois que ça s'est bien terminé en succès. Et voilà pour le partage, la conception de processus, le partage entre collègues, cette façon de processer la donnée. Donc, en plus de, l'idée, ce n'est pas de se décharger du studio, mais, mais ce n'est pas de se décharger du studio, mais plutôt de créer cette collaboration entre métier et développeurs et qui est bien possible à travers le Talent Cloud. Et pour ceux qui cherchent un outil de bonne gouvernance de données, ils peuvent déjà partir sur ça. Alors, on va maintenant se concentrer sur les configurations possibles. Ce qui est intéressant chez Talend, il nous laisse le choix. On peut aller sur une architecture on-premise. Donc, derrière, on a Talend qui va gérer tous nos métadata et orchestrer nos jobs. On a la partie remote où on va l'héberger chez nous. Donc, dans ce cas, nos moteurs d'exécution vont devenir des remotes. On a nos bases de données, on a la totale maîtrise de nos données avec les firewalls qu'on va mettre. Il y a une partie où on est en mode hybride. Donc, il y a une partie, il y a des moteurs cloud qu'on peut et des remotes. Comme le cas que je vous ai montré, j'ai des remotes en local et j'ai le Cloud Engine Gen 2 parce que pour faire tourner le pipeline designer, il faut un cloud, un remote engine ou un engine de génération 2. Pour des questions de performance, vous avez vu, j'ai appelé le code Python aussi. Donc voilà, pour toutes ces questions. Il y a une partie aussi où on confie tout, totalement. Donc cette config-là, les éditeurs en général, cloud, c'est ce qu'ils font. Ils gardent tout. Les moteurs d'exécution sont hébergés chez eux, alors que Talend nous laisse la possibilité quand même de faire notre choix en fonction de notre besoin. Et dans ce cas, il nous assure comment dire, une bonne sécurité. Donc, il garantit ça, même dans les contrats de licence qu'on aura signés avec eux. C'est déployé sur AWS, donc puisque nous sommes la région Europe, voilà. Et je pense que c'est sur Azure à l'heure actuelle, c'est que c'est valide que pour les pour US, mais côté ouest. Donc voilà. Et donc, pour finir, on va juste prendre des points à ne pas négliger pour bien préparer sa migration. Donc, il faut faire un audit, donc établir la carte de nos projets, bien prioriser les domaines et prendre en compte les évolutions. Quand je parle de prendre en compte les évolutions, c'est les composants qu'on a personnalisés. Est-ce que si on va vers Talent Cloud, ça va passer? Bon, j'en ai déjà fait récemment. Voilà, tout ce qui était composants personnalisés, nous avons mis de côté pour le prendre en compte à la fin parce que c'était pas sûr que ça passe. Regardez aussi, voir la version. On quitte une version 4 pour aller vers Talend 8, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas des étapes intermédiaires? Et voilà, donc pour tout ça, il faut des audits assez poussés de nos projets. Et derrière, l'audit, ça va nous permettre de détecter, de déceler les profils qu'il nous faut. Est-ce qu'on en a en interne?
est-ce qu'on va confier à une ESN ou est-ce qu'on va mixer les deux? Ou même aller jusqu'à, bon, est-ce que le temps nous permet de faire monter en compétence des gens de notre DSI pour pouvoir prendre en compte la migration. Donc, ce sont bon, des stratégies différentes et qui s'appliquent. Suite à l'audit, donc l'audit, bon, on ne l'a pas fait pour le ranger comme ça dans notre casier, mais il faut prendre en compte ces recommandations. Euh, et une fois qu'on prend en compte, on fait une bonne itération et qu'on on construit la feuille de route, ça va donner l'impression qu'on fait du clic-bouton pour migrer. Il y a l'outil Migration Tool de Talent qui nous permettra d'aller facilement migrer, mais on aura déjà préparé le terrain, en fait. En résumé, donc c'est un soulagement en termes d'infrastructure et de gestion de processus. Donc ça nous réduit euh, de façon considérable notre charge de travail en termes d'infra, de l'économie aussi sur long terme. Le passage vers le cloud, c'est bien possible, à condition qu'on prépare bien les choses et qu'on soit prêt le jour J. Voilà pour ce qui est de ce webinaire. Merci pour la suite et voilà, pour nous contacter. Nous avons nos bureaux, nous sommes basés à Vincennes. Donc, le site web, il faut juste, bon, quand vous tapez Synalytics sur Google, il y a notre site qui va venir. Pour ceux qui ont besoin de formation, on forme sur plusieurs outils. Il y a notre catalogue de formation aussi qui est disponible. Et me concernant, ou nous concernant, on vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre au salon du Big Data. Et je ne sais pas si vous avez des questions aussi. Je suis à l'écoute. Pas de questions pour ma part. Merci Célina pour cette présentation qui était très complète. Yes, Pas de questions non plus. Merci beaucoup. merci. Je vais regarder. Bon. Dans les messages aussi, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, on pourra s'arrêter là, je pense. Euh, En tout cas, il y aura le replay qui vous sera, Olivier, je parle sous ton contrôle. Il y aura le replay qui sera envoyé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je Ça sera serai... publié cette semaine, en effet. D'accord, super. Bon, ben, bon après-midi à tous et à bientôt.